Merci beaucoup. Non, mais je vais me mettre debout, c'est plus agréable. Alors, je voulais en profiter à la fois pour partager plusieurs convictions, mais aussi pour répondre aux différents points qui ont été évoqués lors de la table ronde précédente. La table ronde précédente, elle porte sur une question, c'est faut-il construire plus Moi, ma réponse, elle est très claire. Oui, il faut construire plus. J'ajouterai, ça dépend des territoires. Et je crois que là, on revient, alors je n'y reviens pas à la conclusion de la table ronde précédente, c'est l'impérieuse nécessité de territorialiser au maximum nos politiques publiques. Et je crois que c'est absolument essentiel parce qu'il y a des territoires où il faut absolument construire plus, et puis il y a des territoires où la priorité doit être donnée à la rénovation. Et une fois qu'on a dit ça, la question c'est dans les territoires où il faut construire plus, et c'est pas binaire, ça peut être aussi des territoires pour lesquels il faut à la fois construire plus et rénover plus. Et c'est pas du tout caricatural, c'est-à-dire qu'il ne faut pas construire plus que dans les métropoles et de se dire que ça ne serait pas le cas dans d'autres communes, fussent-elles très petites, où effectivement on fait une opération de rénovation, reconstruction. Et alors comment il faut faire ? Moi je pense d'abord que c'est comme tout dans la vie, il faut une véritable volonté et qui plus est une véritable volonté politique. Cette volonté politique, il faut clairement l'afficher. Il faut clairement qu'elle se retranscrive dans un certain nombre d'actes. Et puis, il faut aussi clairement la faire partager. Moi, j'ai un combat parmi d'autres. C'est dès le premier jour où je suis arrivé dans ce ministère, j'ai dit je veux faire à la fois tout ce qu'on peut faire dans le domaine de la construction, mais aussi de la rénovation. Je disais je veux être à la fois le ministre du logement de la construction, mais aussi le ministre du logement de la rénovation. Et ce n'est pas chose évidente. Je vais vous donner un exemple qui est très parlant. Tous les 3 mois, mon ministère, et je salue François Adam, qui est le DHUP ici présent, tous les 3 mois, mon ministère, il publie les chiffres de la construction neuve, qui donnent l'occasion à beaucoup de réagir tous ces 3 mois. Et moi, je trouve ça très bien. J'incite à cette publication. Dans la vie, si vous voulez avancer, si vous n'êtes pas capable de vous mettre des indicateurs, de les partager de manière totalement transparente et de dire est-ce que oui ou non on atteint ces objectifs, vous n'avancez pas. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait ces indicateurs de construction, de les isoler, de voir territoire par territoire et par là même d'avancer parce que c'est très bien ainsi, ça permet aux professeurs et d'autres, pas uniquement vous, de mettre en avant les éléments, mais ça permet aussi à l'ensemble d'autres personnalités de pouvoir soit se satisfaire, soit critiquer, soit rebondir, mais en tout cas de mettre de la pression dans le tube et de faire avancer les choses. Dans le domaine de la rénovation, il n'y a aucun indicateur. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, mon ministère, il ne publie aucunement les indicateurs de rénovation. Je ne peux pas vous dire, alors je peux vous le dire moi, dans le domaine qui est le mien, et c'était déjà le cas, Emmanuel le faisait aussi, on pouvait vous dire, et moi je peux toujours vous dire que l'année dernière, avec l'ANA, que je pilote, on fait plus 18% de rénovation. Mais si je veux agréger ce que moi je fais, ce que mes collègues du ministère de la Transition écologique font au titre, par exemple, des crédits d'efficacité énergétique, ce que les élus locaux font eux-mêmes, ce que les différents opérateurs copartagés font, parce qu'avec Jean-Louis Dumont, on partage la politique de rénovation urbaine, et avec les élus locaux qui garantissent ces finances. Ça, on n'est pas capable de le faire. Et donc mon premier point, c'est qu'il faut une volonté, il faut que cette volonté politique, elle soit clairement affichée, et moi je pense qu'il faut qu'elle soit rendue totalement transparente. C'est pour ça que je me suis engagé à dire, à partir du moment où j'ai fait de la rénovation un marqueur très fort de mon action, il nous faut pouvoir publier le plus vite possible cette architecture définie. C'est pas évident parce que construire de tels indicateurs, ça peut prendre beaucoup de temps malheureusement. Mais il faut le faire de manière impérieuse. Et donc mon premier point, c'est oui, il faut une volonté politique. Et cette volonté politique, une fois qu'on l'a, je pense qu'il faut la diffuser au maximum. Et les échanges qu'on vient de voir sont extrêmement intéressants pour ça. Comme moi j'entends la Fédération des promoteurs immobiliers, qui ne se met pas forcément d'accord avec la FFB, qui elle-même où les deux ne se mettent pas d'accord avec les élus locaux représentés, moi je crois que là on est dans un cœur du problème. Parce que effectivement, si demain chacun d'entre nous devenons promoteur immobilier,
je comprends assez aisément que nous irions construire là où la rentabilité, ce serait alors notre cœur de métier, serait la plus importante. Mais en même temps, moi je pense que la véritable considération, et plusieurs l'ont dit, c'est comment on arrive collégialement à créer le facteur de réussite pour qu'il n'y ait aucune fatalité et qu'on ne considère pas demain que Vichy ou Charleville-Mézières seraient des territoires où, de facto, fatalement, la démocratie serait habituée à décroître. Moi, ça, j'y crois pas, et en tout cas, je ne me résignerai jamais là-dessus. Parce qu'au final, quand dans la loi, on crée des opérations de revitalisation du territoire, c'est pas pour créer un énième truc, un énième machin. C'est pour dire au contraire, on se met tous autour de la table, les fédérations, les promoteurs, les constructeurs, les élus locaux, les responsables d'exécutifs, et on se dit comment sur un certain nombre de territoires où on a une volonté partagée, on crée les conditions de réussite. Et je crois que c'est que comme ça que ça peut marcher. Parce que ça nécessite aussi un point qui est très fort, c'est que créer les conditions de réussite, c'est certainement pas qu'avec la lorgnette logement. Déjà, moi, je pense qu'on ne devrait pas s'appeler le ministère du Logement, mais le ministère de l'Habitat. Déjà, première chose. Mais ça veut dire surtout faire quelque chose avec mes collègues des transports et mes collègues de l'emploi. Tout à l'heure, quelqu'un disait, je crois que c'est Hugues qui disait que j'espère qu'il n'est pas possible que des personnes ne trouvent pas d'emploi du fait des logements. Malheureusement, chaque année, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ne trouvent pas d'emploi parce que le logement ne leur permet pas d'avoir accès à cet emploi, alors même que l'employeur lui dit « Ok, je te prends ». Et donc, il nous faut travailler. Une anecdote là-dessus. Mais je crois que c'était le premier mois où j'ai été nommé au gouvernement. Je connaissais très bien la ministre du Travail de vie précédente, Muriel Pénicaud, et à l'époque ministre déléguée au transport, Elisabeth Borne. On se réunit tous les trois. Et on partage un étonnement qui est de se dire les cartes qui constituent le fondement de nos politiques. Là, moi, je vais le zonage, par exemple, dans le logement. Mais pareil sur l'emploi et pareil sur le transport, c'est des cartes qui ne sont absolument pas partagées entre nos ministères. Elle est belle l'affaire si moi j'incite à construire dans un endroit où la zone d'emploi n'est pas connue et le transport reliant les deux n'est pas fait. Et donc je crois, moi, profondément que cette volonté politique, et je ne dis pas vraiment qu'elle n'existait pas avant, mais je crois que les choses doivent profondément changer, s'accélérer pour aller dans ce sens. Et assumer un certain nombre de choses. Et c'était le sens de mes propos, et je veux vraiment les éclaircir, et je vous remercie, Hugues, de poser la question. Hier, on me pose la question, on discute d'aménagement du territoire, et moi je dis, à l'échelle, j'ai un combat parmi d'autres, mais un combat auquel je tiens beaucoup, c'est la revitalisation des centres-villes. Parce que je pense que ce soit Vichy, Charleville-Mézières ou autre, il n'y a aucune fatalité. Et donc oui, je veux qu'on aille revitaliser. Et quelle que soit la taille des villes, monsieur le maire. Oui, je veux qu'on aille revitaliser. Et que je crois profondément que c'est possible, mais que ça nécessite de mettre en place un certain nombre de dispositifs. Et donc je fais un choix qui est un choix politique, qui est de dire, dans ces zones-là, dans une zone où on voit que la périphérie, avec son modèle de développement de la zone pavillonnaire, du grand supermarché, et le centre-ville où tous les commerces de proximité disparaissent les uns après les autres et où la vacance, et tout à l'heure on l'évoquait, est absolument énorme, moi je pense qu'il faut inverser cette courbe. Et donc je dis, oui, par ce choix politique, pour ces villes-là, quand il s'agit d'un investissement locatif, et dans mes propos, je pensais évidemment à l'investissement locatif et pas du tout aux aides à l'accession, mais à l'investissement locatif. Et donc je veux vraiment par là même préciser mes propos. Je pense que la responsabilité de l'État, c'est d'orienter l'investissement locatif vers la redynamisation du centre plutôt que vers l'étalement périphérique qui conduirait à la dégradation du centre. Mais ça veut dire assumer les conséquences de ça, évidemment. Mais c'est ça, être responsable politique. Et vraiment, j'insiste, je parlais de l'investissement locatif, c'est-à-dire d'assumer, de dire que sur cette zone-là, j'arrête le Pinel pour faire du Denormandie dans l'ancien. Tout en sachant qu'une telle phrase est un peu bizarre à présenter, à prononcer. Mais je précise par là même mes pensées et que l'accession à la propriété est un autre sujet, est un sujet auquel moi je suis très attaché, d'abord en tant que attaché profondément à la démocratie. Qui suis-je pour dire aux gens ce qu'ils devraient faire et là où ils voudraient habiter? Non.
Et donc l'accession à la propriété est un facteur extrêmement important. Donc premier facteur, volonté politique. Après, il y a un deuxième facteur, c'est la question du financement. Alors, moi, j'aime beaucoup les propos de M. Stocker et des financiers. C'est vrai que j'ai passé une dizaine d'années à Bercy et je trouve que d'année en année, on a des propos qui se ressemblent profondément, mais avec des défis qui sont malheureusement, on a eu BAL 2, puis BAL 3, maintenant BAL 4, en plus dans des process qui étaient souvent amenés par nos amis britanniques qui aujourd'hui, maintenant, quittent l'Union européenne et qui nous laissent entraîner les mêmes règles financières qu'eux-mêmes avaient imposées, etc. Moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes un particulier, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Quand vous voyez qu'au moment où on se parle, la journée où on se parle, vous avez 10 000 euros du mètre carré qui dépasse à Paris, malgré tous les efforts successifs qui ont pu être faits, ça concourt. Enfin, l'une des raisons est évidemment les taux d'intérêt aussi bas. Évidemment. Il n'a jamais été aussi peu cher pour s'endetter. Et donc, cher professeur, ça augmente évidemment la demande face à une offre qui ne peut suivre sur la même dynamique. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai décidé de réintroduire l'encadrement des loyers que le gouvernement d'Emmanuel avait initié précédemment. Mais cette question du financement, elle dépasse les particuliers. Quand vous prenez les institutionnels cette fois, il y a un élément qui est extrêmement important. Aujourd'hui, mais je parle sous votre contrôle, professeur, et monsieur de la Caisse agricole, voilà, là-bas. Aujourd'hui, pour la première fois, on voit un retournement dans les investisseurs institutionnels qui commencent à se dire il n'y a plus que le bureau qui nous intéresse, mais le logement commence à nous intéresser. Et comme on dit en économie, le spread, l'écart entre l'intéressement pour du bureau versus du logement se réduit considérablement. Et donc on voit les institutionnels qui commencent à revenir. Donc pour moi aujourd'hui la question, c'est pas une question de financement de l'opération, ça on y arrive, c'est la question que le représentant de la Fédération de promotion immobilière disait tout à l'heure, la question c'est la solvabilisation du ménage in fine, uniquement, qui est tirée par les taux bas, ces mêmes taux qui augmentent le prix de sortie, malheureusement, effet igloo, comme on dit, et qui nécessite par là même que l'État puisse accompagner ceux qui seraient alors chassés de l'accès à la propriété, d'où l'importance des aides à l'accession que j'évoquais tout à l'heure. Après, vous avez un troisième volet, c'est une question d'organisation entre nous tous. Moi, je crois beaucoup à, si on veut mener ces politiques soit de reconstruction, soit de construction, soit de réhabilitation, d'une organisation entre nous tous. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il faut un État accompagnateur. Je crois que c'est la première chose que j'ai dite quand je suis arrivé au ministère. Cet État accompagnateur, c'est un État au service d'eux. Il faut arrêter que nos administrations soient des administrations de contrôle. Ce sont des administrations qui doivent accompagner. Le permis de faire qu'on a introduit, c'est de responsabiliser les acteurs du terrain, parce que c'est délirant de se dire que c'est un parlementaire ou un ministre qui sait mieux que ceux qui font quel est le chemin pour atteindre un objectif. Lorsqu'on passe une loi qui s'appelle ESSOC, qui est Société de confiance, c'est un message qu'on envoie à tout le monde en disant nous, État, on doit être un État au service d'eux et pas simplement un État qui régule, qui contrôle, même si c'est nécessaire. L'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est un État qui accompagne, qui est au service d'eux. Et je crois que des choses vont commencer à changer. J'en veux pour preuve ce qu'on est en train de faire sur Marseille. Je me suis beaucoup impliqué sur Marseille suite aux effondrements de la rue d'Aubagne. Sur Marseille, on est en train de mettre en œuvre ce qu'on a défini dans la loi, qui sont les projets de partenariat d'aménagement. Certains, en son temps, avaient mis en place les OIN, les opérations d'intérêt national. Aujourd'hui, on met en place ces projets de partenariat qui n'est en rien un changement de compétences entre les uns et les autres, mais qui en revanche est un cadre de projet permettant chacun de se réunir les uns avec les autres. Après, il y a un quatrième facteur, à mes yeux, qui est la question de la lisibilité. Je n'y reviens pas parce que je ne veux pas être trop long, mais cette lisibilité, elle est essentielle. Je veux dire, c'est très important qu'il y ait une continuité dans l'État. On a aujourd'hui, par exemple, complètement renforcé le dispositif Visale. Le dispositif Visale, il avait été créé par le gouvernement précédent. On l'a renforcé, on l'a changé, mais il faut cette continuité en disant arrêtons de changer, de moduler, tous les noms changent à chaque fois, vous avez cette instabilité fiscale qui ne cesse d'opérer. Et vraiment, moi, ça me paraît essentiel d'assurer cette lisibilité. On peut rajouter des choses pour améliorer, mais à minima d'avoir un socle commun. En tout cas, moi, c'est l'engagement que j'ai pris en 2017 quand on a
prolonger tous les dispositifs fiscaux le plus longtemps possible. Et c'est vrai que quand on est arrivé, tous les dispositifs fiscaux, les Pinel, PTZ et tout le team, ça s'arrêtait fin 2017. Enfin, oui, c'est ça. Non, fin 2018. Oui, c'est ça. Non, enfin, ça s'arrêtait dans la loi de finances qu'on passait nous. Fin 2018. Et en fait, c'est ça la difficulté. Et moi, je dis, je bats ma coupe. On a à ce moment-là allongé de 4 ans tous les dispositifs. Et par exemple, le débat qu'on aura à coup sûr sur le PTZ dans les zones rurales, moi, je bats ma coupe. Ce débat, on aurait dû en fait l'avoir l'année dernière et non pas cette année, pour donner cette visibilité à l'ensemble des acteurs. Ce qui veut dire qu'on a tous des progrès à faire dessus, mais voilà ce sur quoi on avance. Après, il y a la question de finaliser les réformes. Et vraiment, je veux saluer tout le boulot qu'on a fait avec le président Dumont et l'USH, parce que dans la réforme du logement social, on a énormément travaillé. On n'a pas toujours été d'accord. On a parfois eu des moments difficiles. Enfin, on a toujours gardé ce dialogue, cette volonté d'avancer, de construire, et surtout ce combat partagé. Parce que moi, je me fais bien les propos de Jean-Louis Dumont quand il dit qu'il faut construire plus de logements sociaux ou en rénover, quels que soient les territoires. Et il y a maintenant 3 mois, on a signé un accord très important au bout de 2 ans de boulot, ce qui permet de stabiliser les choses et d'avancer dans la mise en œuvre très forte. Et puis enfin, quand on parle de la construction, il y a quand même la question du prix. Pour moi, la construction, on a un objectif qui d'ailleurs est le surnom du dispositif COS, ça s'appelle le louer abordable. Pour moi, il y a un enjeu principal, c'est construire du logement abordable. C'est l'enjeu par-dessus tout. Bon. Alors on pourrait en parler des heures, on a parlé des questions de financement, on pourrait parler aussi des questions de foncier, qui à mes yeux sont essentielles. Je ne reviens pas sur le détail, mais pour moi, le truc qui marche le mieux au moment où on se parle et après des mois et des mois de travaux avec beaucoup d'entre vous, ce sont les OFS. Si j'avais un conseil à donner sur la question du foncier, c'est foncer sur les OFS. Voilà. Alors après, certains vous disent qu'il faut caper le prix du foncier de sortie, truc machin. Moi, je pense que tout ça, ça ne marche pas, ou c'est des usines à gaz, quand il s'agit de caper les prix de sortie, etc. Mais que si on veut se désensibiliser du foncier, faire des OFS, c'est à mes yeux quelque chose qui a énormément d'avenir aujourd'hui. Et puis après, il y a d'autres questions, qui est effectivement la question de la densification dans certains endroits. Songez quand même que... Alors, les chiffres sont très, très durs à mettre en avant, enfin plutôt de manière précise, mais on estime que ces dernières années, dans une région comme l'Île-de-France, c'est 1 mètre carré sur 2 qui aurait été construit quand vous comparez le PLU avec les droits à construire. C'est quand même un vrai sujet. Et moi, vraiment, je ne jette la pierre à personne. Ça n'est pas de la faute du maire que de faire ça. C'est pour moi une responsabilité démocratique. Parce que le maire, c'est pas le maire. Le maire, c'est le représentant des citoyens. Et si le maire ne le fait pas, c'est tout simplement parce que ces citoyens, et nous, j'ai jamais vu quelqu'un dans la rue me dire « Ah, moi, je suis trop content, à côté de chez moi, il y a un immeuble de 7 étages qui s'est construit. » Je ne sais pas si vous en avez vu, mais moi, j'en ai jamais vu. Et donc c'est une responsabilité démocratique qui nous incombe tous. Mais ça fait réfléchir. Et je pense qu'on a encore un travail supplémentaire à faire sur cette densification. On échange là aussi avec certains d'entre vous sur le sujet et qui me paraît essentiel. Après, deuxième grand message que je voulais vous faire passer, c'est que dans tout ça, la rénovation, qui plus est dans le contexte écologique que la canicule nous a rappelé, elle est essentielle. 70% du bâti de 2050 est déjà construit. Donc, le sujet de rénovation, quand vous avez en plus 6,5 millions à 7 millions de personnes qui sont mal logées, c'est essentiel. Alors, on fait beaucoup de choses avec vous sur la rénovation urbaine, on pourra en parler, sur la rénovation des cœurs de ville, c'est l'action cœur de ville. Je ne reviens pas sur mon attachement et ma priorité sur ce sujet. Sur la rénovation individuelle, quelqu'un parlait du vieillissement tout à l'heure. Moi, je suis ravi, j'en avais fait un objectif très fort, qu'avec les partenaires sociaux, on lance là, dans les tout prochains jours, le premier plan, ça va vous faire sourire, mais le premier plan de transformation de 200 000 salles de bain de personnes de plus de 70 ans dans notre pays. Dans 200 000 salles de bain, on va financer l'enlèvement de la baignoire pour aller y mettre une douche à l'italienne. Et quand au début on a annoncé ça, les gens me disaient « c'est marrant ce ministre qui veut devenir le Jacob Delafont du ministère ».
mais je l'assume pleinement. Et je pense que c'est absolument nécessaire de lancer de telles rénovations. Et en plus, c'est fait avec des partenaires sociaux, c'est financé par Action Logement. Et puis, évidemment, on a la rénovation énergétique, où là aussi, on sait... on a une feuille de route qu'on a maintenant écrite, on est assez clair, il faut améliorer l'accompagnement et baisser le reste à charge avec des sujets extrêmement importants qui sont devant nous, notamment la transformation du crédit d'impôt en prime. Et donc au final, pour moi, le sujet, il est très clairement un sujet de construction de logements abordables, un sujet de rénovation très forte, mais aussi un sujet de méthode de travail entre nous tous. Je pense que le sujet de la gouvernance du logement ne peut pas conduire à se dire les responsabilités sont uniquement là ou là. Je pense que la gouvernance, il y a un enjeu très fort, c'est avoir quelques piliers qui gouvernent notre action. Le premier, c'est que, je me répète, mais je pense que c'est le point le plus important, faire la ville, c'est l'acte le plus démocratique qui existe. Donc, pour moi, la personne qui a la signature ne peut être qu'un élu in fine. Mais deuxièmement, faire la ville, c'est quelque chose qui intègre beaucoup d'acteurs différents. Et pour moi, le cadre de projet est quelque chose qui est essentiel. C'est ce qu'on a créé par la loi, ces fameux PPA. Et puis troisièmement, c'est de la folie de se dire que ce qui s'applique sur un territoire peut être fait sur un autre territoire. Donc la différenciation, même si ça passe par le changement de la Constitution, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est absolument nécessaire. Et quand vous prenez tous les débats qu'on a eus ici pour savoir s'il faut ou pas le B2 pour solvabiliser, parce que sinon, oui, mais dans ce cas-là, les personnes ne viendraient pas. Ah, mais si, peut-être, mais alors comment on fait ? En réalité, c'est les personnes du territoire qui savent précisément si sur cet endroit-là, ça peut marcher ou pas. Moi, mon rôle, c'est de dire, on vous donne la possibilité de le faire. Et puis, je crois, volonté politique, je crois dans cette revitalisation possible. Et ça nécessite que, effectivement, mais c'est un changement de paradigme total que de se dire que le zonage, qui est un zonage lié à des dispositifs fiscaux, puisse être territorialisé. C'est un changement de paradigme total. Et là, on fait l'expérimentation en Bretagne et je pense qu'il faut aller le plus loin possible. Je terminerai juste par 2 messages. Un premier pour vous remercier vraiment très, très chaleureusement de l'invitation. Je pense que c'est vraiment des débats qui sont passionnants et je connais la réputation de l'institution, comme on dit. Maintenant, j'ai pu admirer à quel point cette réputation est vraie. Et puis, le deuxième, pour vous dire que dans tous les débats qu'on a, je pense qu'il faut qu'on mesure la responsabilité qui est la nôtre. Alors, il y en a qui ont une responsabilité politique, comme moi aujourd'hui dans la place qui est la mienne. Mais enfin, on a quand même une sacrée responsabilité parce que ce qu'on a vécu depuis 1 an, quelque chose de très étrange qui s'est passé. Le logement n'était pas évoqué dans le grand débat national. Le logement est très peu ressorti. Et pour autant, le logement transpirait même de tous les sujets qui ressortaient du grand débat national. On ne vous disait pas si j'ai un problème de logement, on vous disait j'ai un problème de pouvoir d'achat à la fin. Or, dans des endroits, le logement est 50-60% des dépenses mensuelles. On ne vous dit pas j'ai un problème de logement, on vous disait mais moi je ne peux pas élever mes enfants dans le cadre que je veux. Parce que quand on parle de rénovation d'un bâtiment, de rénovation énergétique, moi, la première façon que j'ai d'appréhender le sujet, ce n'est pas en tant que ministre du Logement, c'est en tant que père de 4 enfants. Les parents qui vivent dans ces logements où un Français sur 6 a froid chez lui l'hiver, c'est autant d'enfants qui, en rentrant de l'école, vont bosser, travailler dans des conditions qui ne sont pas les bonnes conditions pour leur réussite. Le logement n'était pas évoqué dans le grand débat national, mais on vous disait j'ai un problème de mobilité. Mais c'est donc évidemment la question du logement. Donc le logement, c'est une partie du problème, donc une partie de la solution. Mais je suis convaincu que cette partie de la solution, elle ne peut être trouvée que si nous, tous ensemble, acteurs, élus locaux, gouvernements, mais aussi opérateurs, on prend pleinement conscience de cette responsabilité qui est la nôtre, et une responsabilité qui est d'autant plus difficile qu'on est confronté à ce qu'il y a de plus chérissable et en même temps de plus compliqué à appréhender, qui est la volonté de tous nos concitoyens. Quand on parle densification, effectivement, il faut prendre aussi le temps d'expliquer pourquoi ici ou là, c'est nécessaire de densifier. Quand on parle revitalisation, alors que certains n'aspirent pas forcément à vivre en plein cœur de ville, il faut prendre aussi là, le temps d'expliquer pourquoi nous, on y croit collégialement. Et qu'à la fin des fins, de toutes les manières, c'est le peuple qui a raison et c'est le peuple qui guidera cette action. Mais donc on a une responsabilité énorme, il ne faut pas la minimiser, et on a une responsabilité, j'en suis sûr,
collégiale. Et je crois que cette responsabilité collégiale face à la démocratie, c'est quelque chose qui est très beau, qui n'est pas propre à tous les secteurs, qui est propre à notre secteur et qui rend d'autant plus noble, il me semble, l'action collégiale qu'on porte ensemble. En tout cas, vraiment un immense merci pour votre invitation. J'espère pouvoir revenir l'été prochain si vous m'invitez, et puis si je suis toujours là. Et vraiment, un grand merci à vous tous. Et voilà, en tout cas, et la vision et l'état d'esprit qui est le mien en cette rentrée scolaire. À très vite, en tout cas.